Dans ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Ax, docteure en psychologie clinique et thérapeute de famille. Elle est formatrice et superviseuse au sein de l'Ardoise Pivotante, un institut de formation à la clinique contextuelle d'Ivan Bozormeni-Nagy à Liège en Belgique. Elle consulte également au sein de l'équipe famille du service de santé mentale de Verviers, une équipe entièrement formée à l'approche contextuelle où elle travaille avec les fratries, les couples et les familles. Elle est l'auteure de 2 ouvrages, L'enfant parentifié et sa famille, ainsi que Frères et sœurs, des liens à soigner, le livre dont il est sujet aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphanie Ax. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de votre livre qui est paru donc aux éditions RS, Frères et sœurs, des liens à soigner. Et donc en fait, comment pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi la relation de fratrie constitue une sorte de petit laboratoire? Pourquoi est-ce que c'est un lien très important? Donc le lien de fratrie ou d'adelphi, c'est un mot que j'essaye de proposer aussi, le mot adelphi, parce que le mot fratrie est le masculin générique, hein, alors que dans d'autres langues, il y a d'autres mots comme siblings ou en anglais, ou dans bien d'autres langues, il y a un terme générique neutre. Et donc, je me suis rendu compte que le terme adelphi existait. Donc voilà, je me dis, quand il y a que des garçons, on peut dire fratrie, que des filles, on peut dire sororrie, et quand il y a les deux, on peut dire des adelphi. Je trouve que le mot, en plus, est vraiment joli. Donc, Tout à fait. et donc, ce lien d'Adelphi, il est effectivement important à beaucoup d'égards, et c'est un lien qui effectivement nous construit. Bien sûr, le lien à nos parents nous construit quand nous sommes petits au sein de la famille, mais aussi le lien à nos frères et sœurs. Et c'est un laboratoire, eh bien, parce que c'est dans cette relation que nous allons apprendre toute une série de choses que nous apprenons de façon assez différente avec nos parents, parce que on décrit donc le lien de fratrie d'Adelphi comme un lien horizontal. Un lien horizontal, c'est-à-dire où il n'y a a priori pas de rapport d'autorité, pas de rapport de dépendance, puisqu'on on est tous de la même génération. Et donc, cette particularité-là, d'être membre d'une même famille, mais sur le même pied, donc générationnel, sans rapport de domination, enfin, d'autorité et de dépendance, fait de ce terrain de l'Adelphi, de la fratrie, un terrain tout à fait spécifique où on va faire des apprentissages tout à fait particuliers. Alors, on connaît évidemment l'apprentissage de la sociabilité, du partage, de la solidarité, de la rivalité aussi. Mais il y a des apprentissages moins connus qui sont pourtant très importants, comme l'apprentissage du conflit et de la gestion de conflits, qui me semble être un apprentissage absolument déterminant pour nos vies futures, dans nos futures relations horizontales, à savoir le couple, l'amitié, les relations professionnelles, la façon, la capacité, la possibilité d'apprendre ce qu'est un conflit et d'apprendre à le négocier et à le gérer. Pour moi, c'est un apprentissage qui va vraiment nous être particulièrement utile pour la suite. Tout à fait. Donc ça a vraiment un impact sur les liens de nos relations d'adultes. Oui, oui, c'est ça. Et ça, je trouve qu'on en a finalement assez peu conscience. Par exemple, le choix d'un partenaire, d'un couple, ou même des choix professionnels, je pense que bon, la psychologie a permis que maintenant pas mal de gens se disent que quand même ça a peut-être en partie, hein, nous ne sommes pas déterminés entièrement par nos expériences d'enfants, mais enfin familiales, mais bon, on peut se dire quand même maintenant que tout cela a un lien tout de même avec l'expérience que nous avons eue avec nos parents, puisque c'est un des premiers apprentissages relationnels évidemment. Mais on considère beaucoup moins que l'expérience que nous avons eue avec nos frères et sœurs, et le fait d'avoir été un frère, une sœur, va déterminer aussi
nos relations futures. Ça, je trouve que c'est un peu un angle mort, c'est un peu un impensé des relations, mais aussi de la psychologie et même de la thérapie familiale, hein, en fait. Mhm. Bien sûr, on a parlé des frères et sœurs en thérapie familiale, mais finalement, on s'y est intéressé comme membre d'un tout, membre d'un système famille. Mais ce qu'on l'on va expérimenter de façon plus spécifique au sein de ce lien et comment cela va durer, comment ça va impacter durablement nos vies, ça a été finalement moins abordé que bien d'autres thématiques en matière de famille. Oui, ça a été un des sujets d'une thèse que vous aviez effectuée il y a quelques années. Oui, ma thèse de doctorat portait sur la question de l'enfant parentifié, donc de l'enfant qui prend soin de parents vulnérables. Mais c'est vrai que même autour de cette question de la parentification, en général, elle est abordée autour du fait que un enfant serait parentifié au sein de la famille. Et moi, il m'a d'emblée semblé que la plupart du temps, dans les familles qu'on rencontre et dans la clinique, il est rare d'observer qu'un seul enfant de la fratrie est parentifié, mais que, en réalité, la préoccupation pour les parents, le souci, l'aide, le soin se répartit entre les frères et sœurs de façon différente et complémentaire souvent. Et donc moi, c'est vrai que je me suis intéressée à cette thématique, mais tout en ayant une considération pour déjà les liens de fratrie, comment ça se répartit dans la fratrie, et puis comment ça impacte aussi les liens entre les enfants, entre les frères et sœurs. Et justement, quel est le rôle des parents? À quoi est-ce qu'ils doivent être attentifs dans le rôle de parents, justement, pour ce lien dans la Oui. fratrie? Mais en fait, moi, je dirais que d'abord, une des difficultés, c'est que précisément, comme c'est un lien qui est un peu un impensé, ça veut dire que on est trop peu stimulé, sollicité dans nos vies à réfléchir à ce que ce lien a été pour nous, ce qu'il représente et comment il nous a impacté. Ça veut dire aussi que quand on devient parent, comme on a peu réfléchi ce lien, comme on l'a en général peu mis en dialogue avec nos frères et sœurs aussi, une fois que nous sommes parents de plusieurs enfants et que donc les enfants ont une fratrie, eh bien, se rejouent toutes sortes de pensées, de projections parfois, qui sont liées à un angle mort des parents. Il y Et a donc, comme une le répétition parent, de scénario, en fait. oui, le parent va appréhender, va recevoir la fratrie de ses enfants, va l'appréhender avec, inévitablement, avec son expérience, son vécu, sa grille d'interprétation, avec ses lunettes. Or, il n'y a pas toujours de conscience en fait de ça, de ce que nous appréhendons autour de la fratrie des enfants en fonction de notre vécu. Donc, ben, ce qu'on rencontre souvent, c'est qu'il y a effectivement parfois des mécanismes un peu inconscients sur la façon de concevoir la fratrie chez les parents, la fratrie de leurs enfants. Et donc là, on peut les accompagner un peu à réfléchir à, tiens, qu'est-ce que ça a été pour vous et qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants? Qu'est-ce que vous mettez en place? Par exemple, j'évoquais tout à l'heure l'apprentissage du conflit. Eh bien, il y a des parents qui ont une expérience soit inexistante du conflit parce que il ne leur était pas permis. Il y a quand même beaucoup de fratries dans lesquelles il n'a pas été permis de se disputer parce que ça faisait peur, parce que voilà, sans doute que les parents eux-mêmes avaient des peurs autour du conflit ou de la rupture et donc ils ont une espèce d'inexpérience autour du conflit. Alors certains disent, bah moi je veux proposer autre chose à mes enfants. Et puis pour d'autres, ben, sans le vouloir, peut-être ils répètent un peu les mêmes types de peurs ou les mêmes. Et donc, rien qu'autour de l'apprentissage du conflit, eh bien, il y a des parents qui sont dans l'évitement, par exemple. Donc, ils vont dire non, non, on ne se dispute pas entre frères et sœurs, on ne se dispute pas. Ou, à l'inverse, qui vont laisser survenir des conflits
où parfois s'installe un rapport de domination entre les enfants qui leur échappe tout à fait. Euh, Or, par exemple, ce qu'on peut attendre, ce qui est décrit quand même dans la littérature autour de la position parentale par rapport à la fratrie, c'est que ils doivent laisser les enfants expérimenter des choses, donc ils ne doivent pas intervenir constamment dans les interactions entre les enfants, sinon les enfants n'apprennent rien, et puis ça met tout le temps l'adulte au centre des échanges entre les enfants. Or, si les enfants veulent développer un lien entre eux, il faut qu'ils aient l'occasion de le faire sans la présence constante de l'adulte. Donc, il faut pouvoir laisser les enfants vivre des expériences, et notamment celle du conflit, mais il faut aussi avoir une présence sécurisante, cadrante, c'est-à-dire rester pas trop loin pour pouvoir intervenir, notamment lorsque... donc l'idée de la fratrie, c'est de pouvoir y faire des apprentissages. Et lorsque les séquences de conflits sont toujours les mêmes, à savoir que c'est toujours le même qui cherche le conflit, qu'il se résout toujours de la même façon, qu'il y a un rapport de pouvoir qui crée une asymétrie où toujours c'est le même qui a le dessus et l'autre le dessous, par exemple, là, raisonnablement, on peut penser que l'apprentissage est tellement réduit, en fait, voire même il n'y a plus d'apprentissage parce que c'est une séquence un peu qui se répète de façon rigide et dans laquelle tout ce qui est appris, alors, c'est qu'il y a un rapport de dominant-dominé qui est très peu intéressant et pour l'un et pour l'autre, en définitive. Donc là, le parent a un rôle d'intervenir, de médiatiser et de proposer d'autres façons de faire, d'autres stratégies, de proposer aussi une mise en dialogue. Donc en fait, la présence de l'adulte, elle est toujours un peu, elle ne doit pas être constante, sinon il n'y a pas grand-chose qui s'expérimente entre les enfants. Et elle ne doit pas non plus être absente parce qu'alors les enfants sont livrés à des apprentissages, mais qui risquent de se faire de façon un peu rigide et où l'apprentissage peut se faire aussi, la fratrie peut devenir, alors si les parents sont trop absents, la fratrie peut devenir alors un lieu d'investissement tout à fait particulier, mais investi aussi de beaucoup d'attentes. Enfin, ça, on peut y revenir, mais quelquefois, on se rend compte que quand les parents ont été un peu défaillants ou absents ou négligents ou dans une période de vie particulièrement difficile, les frères et sœurs prennent un peu le relais. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient attendues des parents et qui vont se donner au sein de la fratrie. Mais alors, ça met sur le lien de fratrie, évidemment, des attentes que le lien de fratrie n'est pas a priori censé assumer. C'est-à-dire Donc, que c'est là qu'on arrive à la parentalisation et à la parentification. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu la différence oui, entre les deux? donc dans la parentification, c'est donc un enfant qui se retrouve un peu le parent de son parent et effectivement, il peut aussi se retrouver un peu le parent de ses frères et sœurs. Alors, ce n'est pas forcément qu'ils prennent un rôle. C'est ce qui fait que parfois ça crée un peu une confusion et qu'on confond, on parle parfois de parentalisation à la place de parentification et inversement. Mais en fait, la distinction qu'on peut faire, c'est que dans la parentalisation, euh, un enfant, en principe, ou plusieurs enfants plus matures, donc en âge de développement plus grand, sont sollicités pour s'occuper de, de tâches familiales et notamment aussi pour s'occuper de certaines choses autour des frères et sœurs plus jeunes. Donc, la parentalisation, c'est le fait de confier en fait des responsabilités, des tâches plutôt fonctionnelles à des aînés en âge de pouvoir assumer ces responsabilités et ces tâches pour venir en aide à la famille dans un moment particulier et pour une fonction bien délimitée. Donc, le fait de pouvoir confier à un aîné une tâche ou une responsabilité momentanée vis-à-vis d'un plus jeune, ça permet vraiment de circonscrire vraiment un moment et une fonction délimitée et de pouvoir le remercier pour cela, de lui dire, je peux compter sur mon aîné, il est très mature, il m'aide vis-à-vis des plus jeunes et en dehors de ces moments-là bien délimités, cet aîné peut avoir
l'occasion d'être un enfant comme les autres et de répondre à ses besoins. Maintenant, dans la parentification, c'est assez différent parce que la parentification, c'est plus une espèce de préoccupation que l'enfant porte pour un parent vulnérable euh, et donc parfois pour ses frères et sœurs, mais plus parce que le parent est tellement en vulnérabilité ou en fragilité ou défaillant que l'enfant veille sur ses frères et sœurs comme le ferait un parent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus ici une idée de responsabilité émotionnelle, relationnelle, qui fait que l'enfant a une préoccupation importante qui peut lui amener une certaine anxiété. Euh, et, et qui peut l'amener à penser, si moi je ne le fais pas pour mon frère ou ma sœur, ou si je ne le fais pas ça, si je n'ai pas de sollicitation, si je n'aide pas mon parent, qui le fera? Si ce n'est pas moi, qui le fera? Donc il y a beaucoup plus une idée une crainte et une responsabilité relationnelle vis-à-vis d'un parent et ou d'un frère et d'une sœur dans la parentification qui donne une idée évidemment d'une tâche plus lourde à assumer et plus de solitude, puisque la responsabilité est plus importante, que dans la parentalisation qui peut plus renvoyer à des moments où un enfant qui est plus en âge d'assumer certaines tâches va être amené à aider la famille dans la prise dans la prise en charge de certaines tâches, un peu comme un auxiliaire parental. Donc, c'est important de les distinguer parce que même si dans la vie, parfois on peut passer de l'un à l'autre, hein, c'est pas tout découpé si clairement, si nettement. C'est quand même intéressant de les distinguer parce que parfois on voit de la parentification là où un enfant peut aussi trouver une source parfois de maturation à aider un parent vis-à-vis de tel ou tel aspect sans pour autant que ses besoins soient perdus de vue, quoi. Est-ce qu'il y a un équilibre qui s'établit comme ça quand un enfant joue le rôle du soignant, par exemple? Est-ce que automatiquement les autres frères et sœurs vont adopter un rôle de bouc émissaire, ou est-ce qu'il peut y avoir plusieurs enfants soignants dans la même fratrie à l'égard Oui, des parents? il peut y avoir plusieurs enfants soignants dans une même fratrie, dans une même famille. Ça peut, en fait, les façons dont, c'est vrai que donc il y a différents types de parentification, différentes façons pour un enfant d'exercer, peut-on dire, sa sollicitude et le soin aux parents. Et en fait, ça peut se faire en fonction de la personnalité de l'enfant, en fonction aussi de la dynamique familiale, en fonction de ce dont le parent a besoin, en fonction de ce que le parent propose. Donc, il peut y avoir plusieurs enfants soignants quand le parent est particulièrement vulnérable, notamment avec un trouble psychique ou une maladie. Il peut y avoir d'autres formes de parentification, par exemple, une forme qui échappe souvent aussi aux intervenants, c'est la question de l'enfant parfait. L'enfant parfait, évidemment, échappe aux intervenants aussi pour la simple et bonne raison qu'il n'arrive pas en consultation, puisque les parents ne consultent pas a priori pour un enfant qui semble aller très bien et qui fait tout bien. Mais néanmoins, il doit rester dans nos préoccupations, cet enfant parfait, parce que c'est une contribution majeure et peu visible dans les familles quand un enfant s'évertue à aller vraiment très bien, à satisfaire ses parents à l'école ou dans des activités extérieures et qui ne demande pas grand-chose pour lui. Et ça, c'est Bozormeni Nagy, donc le père de l'approche contextuelle et du concept de parentification, a vraiment nous interpelle sur cette idée que l'enfant qui ne demande rien, et parfois, dans certaines familles, un enfant qui apporte de cette façon une contribution majeure parce que ne rien demander dans des familles ou à des parents qui sont déjà dans de grandes difficultés à tout assumer, eh bien, c'est vraiment une grande contribution. Mais forcément, comme il ne demande rien, c'est une contribution silencieuse. Or, c'est vraiment important de pouvoir valider et créditer l'enfant qui garde des demandes pour lui pour ne pas en ajouter, en fait. C'est cette notion d'ardoise, de légitimité.
Et donc, la légitimité peut être destructive. Et comment est-ce qu'elle peut se transformer justement dans le cadre d'une thérapie en quelque chose de plus constructif? En fait, donc, en lien à ce qu'une personne, entre autres un enfant parentifié, mais pas seulement, en lien à ce qu'une personne a donné dans une relation. En fait, ce que Nagy décrit autour de la légitimité, c'est que dans une relation où on donne des choses de soi, du soin, du temps, de l'attention, dans une relation où on donne et où on reçoit, chacun de nous acquiert une forme de légitimité, c'est-à-dire des droits acquis dans la relation. Si je prends soin de l'autre, j'ai en quelque sorte, j'acquiers des droits, le droit d'avoir des droits, dit-on, dans une relation, à savoir pouvoir demander des choses, pouvoir attendre de l'aide. Donc ça me donne des droits relationnels, on va dire. Donc le fait de donner, recevoir, nous avons chacun des droits et des obligations dans nos relations. Et ce que Nagy décrit en termes de légitimité destructive, c'est le fait que quand on donne beaucoup dans une relation, et on a le sentiment de ne pas recevoir à hauteur de ce que l'on a donné, ou quand il y a des choses que l'on attendait qui n'ont pas été reçues, ou encore quand on a peu l'occasion de donner dans un lien, alors que c'est important pour tout être humain de pouvoir donner des choses pour construire aussi son estime de lui, quand on a eu peu l'occasion de donner, donc en fait toutes ces perturbations-là du donner et du recevoir dans les échanges font que ça peut nous emmener vers une forme de légitimité destructive, à savoir que tout ce qui n'aurait pas été crédité, validé ou reçu à la hauteur de ce qui était attendu risque de se présenter sous forme de réclamation dans une autre relation. Donc la légitimité destructive, c'est un peu le fait la légitimité, donc le droit, le sentiment d'avoir le droit de réclamer des choses, mais ce qui est destructeur, ce n'est pas ça ne se fait pas sous une forme de vengeance ou quelque chose comme ça, ce n'est pas cela qu'il veut dire, mais ce qui apparaît comme destructeur, c'est le fait que c'est réclamé, mais à une tierce personne dans une relation qui, à la base, n'est pas responsable de l'injustice. Donc, si vous vivez avec vos parents, si vous avez donné beaucoup de choses et que vous avez l'impression que vous n'avez pas tout à fait reçu l'attention ou la sécurité à laquelle vous aviez droit, ce compte-là, risque votre légitimité à réclamer des choses, risque de se présenter dans une autre relation, dans votre couple ou vis-à-vis de vos enfants, si vous n'avez pas eu l'occasion de nommer les choses et de régler ce compte avec la bonne personne, à savoir vos parents. Et alors, quelque part, ce qui est important dans ce que dit Nagy, c'est que les sentiments d'injustice dans les relations ne disparaissent jamais spontanément. Donc, si vous avez le sentiment que il y a eu quelque chose de pas tout à fait équilibré, pas tout à fait juste dans l'enfance parce que vous aviez droit à recevoir ceci ou cela, vous aviez droit à plus d'amour ou de considération, c'est normal, ça vous laisse un sentiment d'injustice et ça vous laisse aussi, de façon légitime, le droit de vous dire, je ne l'ai pas reçu en tant qu'enfant, mais j'ai le droit de recevoir toutes ces choses que je n'ai pas encore eues. Donc, en quelque sorte, ce droit va rester et risque de se demander et même de se réclamer dans d'autres relations, mais ce sont des relations qui ne sont pas à l'origine de l'injustice. Et donc, en quelque sorte, c'est comme si l'ardoise était présentée au mauvais endroit. Et donc, ce que nous, on va essayer de faire, effectivement, dans un setting de thérapie de famille ou de couple ou d'adelphi, de fratrie, c'est de voir éventuellement où chaque personne a le sentiment d'avoir été préjudiciée, d'avoir été peut-être lésée quelque part, et est-ce que ça a impacté la question de la confiance dans les liens? Et peut-on alors, que devrions-nous faire? D'abord, on va ouvrir un dialogue pour que chacun comprenne où l'autre s'est senti lésé. Et puis, qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui de réparer quelque chose au bon endroit plutôt que de se voir réclamer dans une relation tierce qui ne pourra jamais apporter
ce qui n'a pas été donné au bon endroit. Hein, un enfant ou un conjoint auront beau vouloir réparer ce qui n'a pas été apporté au conjoint ou aux parents. On dit souvent, hein, ce qui a été blessé ne peut être réparé que par la personne qui a blessé. Donc voilà, donc c'est important. Nous, on va essayer de remettre les comptes et les ardoises au bon endroit vis-à-vis Tout des à bonnes fait. personnes. Oui, donc l'importance d'y mettre des mots avec les personnes Tout à fait. responsables ou Ouais. touchées. Voilà. Et qu'est-ce qui amène les parents ou les fratries en consultation thérapeutique? Est-ce que c'est une démarche volontaire et spontanée ou est-ce que c'est souvent dans le cadre judiciaire, du service d'aide à la jeunesse? Oui, alors moi je suis un peu dans toutes les configurations puisque j'ai une pratique en privé où là les personnes sont tout à fait demandeuses et viennent parce qu'on leur a dit renseigné, voilà, quelqu'un leur a parlé de la possibilité de faire une thérapie de couple ou de famille et de plus en plus d'Adelphi parce que depuis 5 ans, plus 5, 10 ans, j'ai de plus en plus maintenant, c'est vraiment une demande à part entière. Avant, on avait une demande d'Adelphi tous les X temps. Maintenant, c'est devenu vraiment une demande absolument récurrente parce que les gens savent que c'est possible. Et la plupart des personnes me disent, mais nous ne savions pas que c'était possible. On savait qu'on pouvait consulter en couple ou avec nos enfants ou avec nos parents, mais alors avec les frères et sœurs, ça ne nous passait même pas par l'esprit. Et donc maintenant qu'ils savent que c'est possible, eh bien, il y a des demandes qui émergent. Mais je travaille aussi à temps partiel, donc à mi-temps, au service de santé mentale de Verviers où là, nous travaillons beaucoup plus avec des envoyeurs, donc des médecins, des centres de planning, des écoles, le service de protection de la jeunesse, enfin d'aide à la jeunesse, service de protection judiciaire. Ce qui est parfois un peu compliqué pour nous en tant que service de santé mentale, c'est que nous ne sommes pas mandatés, nous n'avons pas vraiment de mandat de la justice, parce que enfin, ce qu'on reçoit aussi de plus en plus, ce sont des couples et des familles à séparation, à haut conflit. Donc là, parfois, c'est un juge qui mandate notre équipe famille du SSM de Verviers. Alors, ça dépend un peu. Il y a des personnes qui sont contents d'avoir une adresse, une indication pour sortir de l'impasse. Et puis pour d'autres, on sent qu'effectivement, sans la pression de l'envoyeur, c'est sans doute des personnes qui ne seraient pas venues. Alors, c'est aussi des situations particulièrement intéressantes pour nous parce que c'est plus compliqué, puisque donc, comme je le disais, nous ne sommes pas mandatés, on n'a pas c'est-à-dire qu'on n'a pas de levier ou de pression particulier sur ces familles. Si nous, comme nous n'avons pas de mandat et pas de compte à rendre et pas de rapport, si les personnes ne viennent pas, nous n'avons pas les moyens de les forcer à venir. Et donc, tout l'enjeu des premières consultations, c'est de leur dire, nous sommes parfaitement conscients que sans l'envoi de tel ou tel tiers, vous ne seriez pas là. Donc, on ne va pas faire comme si on partait d'une demande importante de votre part. Et néanmoins, puisque vous êtes là et puisque vous avez quand même un envoyeur dans votre dos, qu'allons-nous faire, nous, pour que ça vous soit utile et profitable? Et alors, l'enjeu des premières rencontres, c'est effectivement de voir si il peut ressortir de ces premiers entretiens quelque chose ou une chose à laquelle ils ne s'attendaient pas et qui pourrait leur faire dire, bon, retournons-y et voyons ce que ça donne. Voilà, ça peut être vraiment intéressant parce qu'effectivement, il y a des familles pour lesquelles ce n'est pas du tout l'habitus de sauter chez un psy pour consulter. C'est pas... Donc, c'est intéressant aussi qu'il y ait des envoyeurs qui fassent ce travail. Vous avez également joué un rôle déterminant en contribuant à faire évoluer la législation belge sur la préservation des liens fraternels, donc c'est la fameuse loi du 20 mai 2021, Oui, et qui permet donc aux frères et sœurs de rester ensemble autant que possible en cas de séparation ou de placement dans des familles d'accueil. oui, oui, C'est une loi qui était présente en France bien avant. Ça a absolument. été, Oui, oui. oui. Oui, oui, ça a été un peu particulier parce que c'est en préparant une conférence
sur la question. À l'époque, je travaillais dans un service de l'aide à la jeunesse qui plaçait les enfants en fratrie. C'est une institution qui, dans son contrat pédagogique, prévoyait d'accueillir les fratries. En travaillant dans ces structures, donc je préparais une conférence sur le thème de l'accueil des fratries dans le placement. Et donc j'ai cherché l'article de loi au Code civil, parce que dans l'aide à la jeunesse, il y a un article qui prévoit de garder les frères et sœurs ensemble le temps que possible, mais au Code civil belge, donc je cherchais l'article, et en fait j'ai trouvé donc le Code français qui date de 1996, mais en Belgique, j'ai découvert que nous n'en avions pas, aux surprises. Et donc alors j'ai saisi le délégué général aux droits de l'enfant, qui était Bernard De Vos, et son juriste, et nous avons, Serge Léonard, et nous avons constitué un groupe de travail avec des juristes, des sociologues, des psychologues, des directeurs d'institutions, des personnes de l'aide à la jeunesse. Et donc, ça a été vraiment un travail passionnant et important. Et donc on a proposé un article de loi. Nous sommes allés le présenter à la Chambre des représentants. Il y a plusieurs groupes politiques qui se sont montrés intéressés, mais en définitive, c'est le groupe des filles, en la personne de Sophie Rohini, qui l'a porté au Parlement. Et donc, la loi a été adoptée en mai 2021, effectivement. Donc, ça, voilà, c'est vrai que c'est un travail important qui nous tenait vraiment à cœur de savoir que ça existe. Et c'est important d'en parler parce que il y a encore pas mal d'endroits, d'institutions qui ne sont pas au courant qu'il y a une loi qui permet aux enfants de pouvoir réclamer, de revoir, d'avoir des rencontres ou de rester avec leurs frères et sœurs. C'est chaque fois évalué, évidemment, en présence d'un avocat. Mais donc maintenant, cette loi existe pour préserver au maximum ce lien frère-sœur. Oui, Eh bien, Stéphanie, un grand merci pour ce partage. avec C'était plaisir. très enrichissant. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je mettrai en barre d'infos tous des liens qui concernent vos institutions, vos informations, où les gens pourront vous joindre plus facilement. Oui. Et voilà, un grand merci Merci à et à tout vous. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.